Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est avec grand plaisir, en ma qualité de président de l'Union nationale des mutualités socialistes, Solidaris, que je vous accueille aujourd'hui dans cette salle vénérable, salle académique de l'Université de Liège. Pour l'heure, concentrons-nous sur le thermomètre numéro 7, avec son intitulé, cher maître d'œuvre de thermomètre. Je sais bien que vous n'aimez pas la formule thermomètre, mais pour moi, elle permet de prendre le pouls de la population. Son intitulé un peu surprenant, retraité et toujours en vie, en deux mots. C'est tout un programme, surtout à mon âge. Bon travail. Méthodologiquement, dans le cadre de ce colloque, on a fixé, il a fallu faire des choix, 5 grandes thématiques et en alternance avec Delphine Ancel, eh bien, on va vous présenter quelques chiffres qui alimentent chacune de ces thématiques. Une première séquence, et j'ai envie de dire, c'est finalement, au travers de quelques slides, quelques graphes, juste recadrer de qui parle-t-on, non pas statistiquement, on connaît le pourcentage des jeunes retraités au sein de la population, mais finalement de qui parle-t-on au travers de ce qu'ils nous disent et de ce qu'ils vivent. On est face à une population dont 20%, une personne sur 5, est confrontée à un véritable problème de pauvreté. Premier chiffre ici, relatif au bien-être, au travers d'une question standardisée qu'on appelle l'échelle de Cantril. Juste un point d'explication sur la formulation de la question, elle est intéressante. On demande aux gens, est-ce que vous pourriez qualifier votre vision de votre vie actuelle sur une échelle de 1 à 10 ? Si vous nous dites 10 sur 10, ça veut dire que la vie que vous vivez aujourd'hui est la plus belle que vous pourriez imaginer, et 1, c'est évidemment la pire des vies que vous pourriez imaginer. Et on remarque que 11% de la population, donc ces jeunes retraités, se trouvent dans ceux qui se donnent pour eux-mêmes une cote inférieure à 6 sur 10, donc 11% de gens qui considèrent que leur vie aujourd'hui n'est vraiment pas une vie agréable. C'est ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai découvert les résultats. Donc, comme expert au départ, j'étais un des premiers à pouvoir, autre que les personnes solidaristes, consulter ces données. C'est que c'est très concordant avec la littérature existante, à savoir que quand je commence un cours ou un cours en médecine ou en psycho, je commence chaque fois par un examen. Et dans cet examen, qui est un faux examen, je pose des questions du type: quel est le pourcentage actuellement en Belgique des personnes de plus de 65 ans qui sont dépressives, qui se sentent seules, qui vivent en maison de retraite ou en maison de retraite et de soins, etc., etc. Et en général, les gens vont dire: ah, c'est 30%, 40% des personnes âgées sont dépressives, 60% des personnes âgées se sentent seules, alors que ce n'est que 11% qui sont dépressives et 9% qui se sentent seuls dans la littérature. Et les résultats du thermomètre disent finalement la même chose. Donc le bien-être et la qualité de vie ne diminuent pas avec l'âge, ils l'augmentent avec l'âge. Et c'est ce qu'on appelle dans la littérature le paradoxe du bien-être, avec la question: mais c'est comment font ces personnes âgées, malgré les événements de vie stressants auxquels elles sont potentiellement confrontées et qui sont beaucoup plus nombreux que ceux que les jeunes connaissent. Pourtant, les jeunes sont moins heureux, le bonheur est plus élevé chez les âgés, les jeunes sont plus critiques sur leur corps que ne le sont les personnes âgées. Donc je trouve que ce qui est intéressant dans ce thermomètre, c'est qu'on voit vraiment que les données sont complètement concordantes avec cette littérature, ce qui confère un certain sérieux et crédit aux données collectées. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer, et ce thermomètre participe aussi à changer l'image de la personne âgée et retraitée dans la société, et que ça mériterait également d'être appliqué dans le milieu de l'entreprise, puisque là, on est vieux à 45 ans et que l'on voit qu'on subit d'une certaine manière les discriminations aussi dans le milieu de l'entreprise. Donc, en tout cas, voilà, le sentiment, c'est que le bonheur est plus élevé et qu'il n'y a pas de raison de toujours voir chez une personne âgée qui pleure d'emblée un symptôme dépressif, parce que pleurer après un décès d'un proche, c'est éminemment normal, mais on prescrit un peu trop rapidement un antidépresseur, alors que chez un jeune, on ne le fera pas. Donc, et je vois l'événement d'actualité récente, qui est cette dame de 80 ans qui s'est fait faire euthanasier parce qu'elle en avait marre de la vie. Alors je ne vais pas juger sur la question de oui ou non à l'euthanasie dans la détresse psychologique, mais je ne suis pas sûr que l'attitude du médecin aurait peut-être été la même si c'était une personne de 45 ans qui avait le même sentiment de détresse
mais que quand on dit c'est une personne âgée, bah oui, c'est normal, elle est déjà, oh, la pauvre, elle est déjà fort âgée, elle doit se sentir triste, elle doit se sentir seule. Et on fustige ça dans les médias, et donc ça alimente encore de nouveau cette image qu'une personne âgée se sent seule, est triste, et que, ma foi, peut-être que l'euthanasie devrait être généralisée dans ce contexte-là. Donc je trouve que voilà, c'est faire attention à cette image un peu négative, et là, le thermomètre me permet de penser qu'on est vraiment dans le bon, puisqu'on voit bien que les choses ne sont pas aussi pires, et qu'il faudrait plutôt focaliser son attention sur les populations plus jeunes, les jeunes adultes. Donc en fait, dans cette partie, on va tordre le cou à pas mal d'idées reçues. Donc la première slide qu'on a choisi de vous présenter, et vous l'avez déjà vu dans le petit film d'introduction, en fait, il nous dit ça, c'est pas une idée reçue, c'est quelque chose effectivement qu'ils constatent. Ils ont le sentiment d'avoir vite été oubliés par leurs anciens collègues. 4 sur 10 nous le disent. Donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on se dit tous, quand on part à la retraite, on perd une partie de de sa sphère sociale, ses collègues, etc. Mais ce qui est interpellant dans l'enquête et qui tord effectivement le coup à une idée reçue, c'est que finalement, ça ne leur pose pas vraiment souci, puisque seulement 12% nous disent au final, bah oui, j'ai plus de contact avec mes collègues, mais en fait, ça ne me manque pas vraiment. Et même 50% vont dire l'inverse. Ils sont en fait soulagés d'être sortis du monde du travail. Une autre idée, et on l'a déjà vu en introduction, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve à la retraite, on passe peut-être par une période un peu vide. On serait peut-être dépressif. Stéphane Adam l'a dit quand il pose la question à ses étudiants, on monte à des taux de 30-40%. Dans la réalité des faits, les personnes qu'on a interrogées nous disent finalement, ils ne sont que moins de 1 sur 10, 8% à être passés par une période de dépression. Et 12% se sont vraiment sentis démunis en termes d'activité. Au pôle inverse, plus des 2 tiers nous disent non, en fait, j'ai très bien vécu ce passage à la retraite, je n'ai pas du tout été dépressif. Et mieux encore, ils nous disent qu'ils se sentent encore utiles à la société. Seulement 16% nous disent oui, je me sens vraiment inutile depuis que je suis retraité. C'était le sentiment d'être accompagné dans le cadre du passage à la retraite. Donc au final, plus de la moitié de l'échantillon nous a dit qu'ils n'ont pas eu l'impression que leur employeur ou leur entourage les a vraiment accompagnés. Donc on pourrait déjà se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas été accompagnés ou est-ce qu'ils n'avaient peut-être pas envie de l'être? Finalement, à ce moment-là, quand ils étaient encore actifs, ils avaient peut-être juste pas envie d'avoir l'information. Donc on a un public cible qui est en plein changement. On avait auparavant beaucoup de demandes en fait des 60+, voire aussi en fait après des pensionnés, donc qui étaient déjà en fait pensionnés, qui voulaient avoir des renseignements complémentaires. Maintenant, les personnes qui nous appellent en majorité sont des personnes de 50 et 55 ans. Pourquoi? Parce que il y a toutes les réformes des pensions, il y a tous les changements, savoir quand je dois partir à la retraite, ou plutôt quand je peux partir à la retraite, et quel va être le montant qui va m'être alloué. Est-ce que les changements annoncés récemment ont amené chez vous un afflux d'appels, de demandes dans tous sens? Ah oui, nous, on est vraiment confrontés à une augmentation d'appels, que ce soit téléphonique, que ce soit des courriers, que ce soit via Internet, ou surtout en fait en visiteur. Donc dans ce qu'on appelle en fait nous nos face-to-face, donc dans nos présences dans les bureaux régionaux ou dans les permanences des communes, on se rend compte, il y a de plus en plus de questions à ce niveau-là, mais qui sont vraiment des questions de quand et avec quoi, avec combien. Au niveau des demandes d'accompagnement, nous en avons, mais là en fait on va toucher plus en fait une partie de la population qui est fragilisée, qui est en état de précarité, et où là on a des demandes en fait d'aide, et c'est davantage en fait là on fait appel nous en fait à un projet qui maintenant d'ailleurs est devenu structurel avec le SPP Intégration Sociale, qui sont les experts du vécu, et on essaie en fait d'accompagner en fait ces personnes-là, mais parce que l'accompagnement est plus en fait un accompagnement par rapport à un maintien en fait de niveau de vie. Quant à l'idée que tout compte fait, si je réfléchis à ma vie, je constate qu'à chaque âge, il y a une spécialisation, un temps pour étudier, un temps pour travailler et un pour être à la retraite et inactif. 50% nous disent oui, c'est tout à fait ce que je pense. Et en parallèle, à quasiment le même nombre, un peu moins de la moitié, 43% nous disent en fait ce découpage de l'existence est beaucoup trop rigide et il ne laisse pas beaucoup de choix.
Dans le même ordre d'idées, toujours en validation de ces hypothèses, 3 questions. Tout semble se passer dans la société actuelle comme si les gens devaient adapter leurs aspirations à des parcours de vie standardisés, et derrière la notion de standardisé, entendons-nous bien, il s'agit de parcours de vie imposés par des normes et par des structures qui découpent la vie des gens. Et les gens nous disent, 40% en tout cas sont tout à fait d'accord avec cette hypothèse, contre 18% qui disent c'est pas du tout ce que je pense. On doit finalement fonctionner avec un système qui nous impose des standards et on n'a pas tellement le choix. Et à l'inverse, ils sont 48% nous disent qu'en fait, c'est plutôt la société qui devrait s'adapter aux désirs des gens, et donc que la société, que les grandes structures, que l'État, que ceux qui nous gouvernent, que ceux qui nous dirigent, finalement entendent les désirs des gens de manière telle qu'on puisse sécuriser les trajets de vie. Par rapport aux temps sociaux, moi je voudrais insister sur la fracture sociale. Je pense qu'on ne vit pas et on ne conçoit pas la notion de temps de la même façon selon qu'on ait les moyens ou pas. Je pense que là, par rapport à ces jeunes retraités et ceux qui vont faire du temps qui sera dégagé pour les années à venir, c'est très important de reparler de cette fracture sociale. Mais c'est vrai qu'être propriétaire ou pas de son logement, avoir une bonne ou une moins bonne pension va effectivement va entacher, je dirais presque, l'avenir du type d'activité qu'on va pouvoir développer. Je pense que les revenus, la santé et après imaginer ce qu'on va faire de son temps, je pense que c'est vraiment important de mettre ça en évidence. Par rapport aux temps sociaux, je pense aussi qu'il y a, pour moi, il me semble que le modèle de société a complètement changé. Aujourd'hui, quand on est retraité, si je prends l'exemple des femmes, c'est vrai qu'on court après le temps quand on une femme de 40 ans qui a de jeunes enfants parce qu'elle doit gérer sa vie professionnelle et sa vie privée. On sait qu'aujourd'hui, les familles monoparentales, ce sont souvent des femmes avec enfants, donc elles courent un peu dans tous les sens pour essayer de cumuler les différentes fonctions qu'on leur attribue. Quand on est jeune retraité, femme par exemple, on n'a pas forcément envie d'être cantonné dans un rôle de grand-parent. On estime effectivement aujourd'hui, voilà, j'ai 55 ans, j'ai un peu plus de temps devant moi, je n'ai pas forcément envie de n'être que grand-mère. Donc il faut envisager son temps autrement, mais le temps est régi. Donc on parle beaucoup de loisirs, on parle beaucoup d'épanouissement, mais cet épanouissement, malgré tout, est lié aux revenus financiers. Et donc là aussi, on a des disparités entre certaines catégories sociales où je pense qu'on n'envisage pas du tout l'avenir de la même façon selon qu'on soit une famille précarisée ou non. Est-ce que vous trouvez que toute une série d'acteurs ou d'organisations agissent pour tenter d'améliorer la vie des gens de votre âge? La formulation est vraiment importante parce qu'on est juste sur la tentative d'agir. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais est-ce qu'on pense juste que ces acteurs essayent effectivement de faire quelque chose? Et là encore, de thermomètre en thermomètre, on a plus ou moins les mêmes chiffres à chaque fois, à savoir, c'est la socialité proche qui agit vraiment pour moi, ou les gens de mon âge. On trouve sa famille, ses enfants, ses petits-enfants. On trouve souvent le médecin traitant, c'est une première ligne qu'on interroge même parfois en miroir dans nos thermomètres, qui est très proche de la population, et effectivement la population les cite à des niveaux élevés. Par contre, si on descend tout en bas du tableau, on retrouve les médias, le monde politique, pour lesquels les gens nous disent en fait non, j'ai pas confiance dans leur capacité d'action, pas du tout. Et on a mis en regard en rouge les scores des 18-30 ans qu'on avait interrogés lors du, je ne sais plus, 5e thermomètre ou 6e, enfin voilà, un des thermomètres précédents. Et alors, eux aussi, les chiffres sont très bas et on voit qu'en fait, chez nos jeunes retraités, ils sont encore plus bas. Donc, on peut prendre, désolé, monsieur Burgraff, mais 3% seulement des jeunes retraités qui pensent que vraiment les journalistes ou la presse agissent pour améliorer la vie des gens de notre âge. C'est 3 fois moins encore que les 18-30 ans, alors que ce chiffre était déjà très bas. Les décideurs politiques belges, 3% aussi, c'était 6% chez les 18-30 ans. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont très parlants. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les commenter plus longtemps. Ce qui me paraît, moi, fondamental et qui me paraît intéressant dans cette enquête et qui correspond au thème traité ici, ça veut dire au cadre social, c'est le fait d'avoir fait une enquête sur les jeunes retraités. Jamais on ne l'aurait fait
il y a un certain nombre d'années. Et si on a fait cela, c'est en raison d'une transformation radicale de la société. Et je vais essayer de la dire en 2 mots. Et je pense que cette transformation radicale est le résultat d'une double conquête. La première, ça fait déjà un certain temps. La deuxième est beaucoup plus récente. Au début du siècle passé, on était vieux. Quand on était vieux et qu'on ne pouvait plus travailler, ceux qui avaient travaillé étaient pauvres. Il y avait ceux qui n'avaient jamais travaillé, eux, ils restaient riches quand ils étaient vieux. Mais ceux qui avaient travaillé, ils étaient pauvres quand ils étaient vieux. Ils étaient vieux et pauvres. La première conquête, c'est celle de la pension par répartition. Ça a radicalement changé le statut des personnes. Au lieu d'être vieux, on était pensionné. Qu'es-tu maintenant? Je suis pensionné. Être pensionné, ça signifiait être vieux. La vieillesse, c'était le fait d'être pensionné. Et puis progressivement, il y a une deuxième conquête sociale d'une importance capitale et qui date en gros des années 70. C'est le moment où on a introduit cette notion de troisième âge. C'est plus la vieillesse, c'est le troisième âge. On a beaucoup tourné autour de cela, le troisième âge. Est-ce que c'est un moment de loisir? Est-ce que c'est un moment d'activité? Les deux étant des formes d'injonction. Maintenant, c'est les loisirs ou bien l'activité, etc. Et puis ces choses ont progressivement disparu. Et au fond, c'est l'arrivée d'une période où on peut profiter de la vie. D'ailleurs, c'était ça la revendication des retraites. Lorsqu'il y a eu un premier régime de retraite obligatoire dans les années 20, les syndicats l'ont combattu. Ils ont dit ça, c'est la retraite pour les morts. Les travailleurs meurent plus tôt. Et de ce régime de retraite, nous ne le voulons pas. Nous ne voulons d'une retraite que si nous pouvons en jouir. Sinon, nous voulons plutôt un système d'assurance maladie. La retraite, c'est parce qu'on peut en jouir. Ce n'est pas être retraité quand on ne peut plus travailler, mais c'est parce qu'on peut en jouir. Et donc, cette deuxième conquête, qui est une conquête tout à fait fondamentale, c'est la conquête d'une période de la vie où on n'est pas vieux et où on peut vivre une vie qui est différente. Et c'est cela que montre cette enquête tout au long. Le fait de dire, évidemment, j'aurais été d'accord pour travailler, mais si la vie de travail avait été toute différente de ce qu'elle est. Puisqu'elle est comme ça, je ne demande qu'une chose, c'est de partir. Et le fait de partir, c'est une liberté retrouvée. Est-ce que vous auriez voulu travailler plus longtemps que finalement l'âge officiel ou l'âge légal de la retraite? On l'a séquencé en 2 temps. D'abord, on a interrogé les personnes en leur disant « mais on voit que finalement vous avez pris une retraite anticipée. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette retraite anticipée ?» Ça fait écho évidemment à ce que Delphine a montré tout à l'heure. La première cause de pénibilité au travail, c'est le stress. De manière évidente, pour 45% des gens qui sont partis avant l'âge légal, ils disent parce que c'était trop dur au niveau du stress. La deuxième raison, c'est parce que je voulais avoir du temps pour faire ce que je ne pouvais pas faire en travaillant, la démotivation et les problèmes de santé. Donc cette problématique du stress, on y reviendra peut-être, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui le monde du travail est un monde pénible sous certains égards. Et enfin, cette question qui a généré évidemment beaucoup de commentaires, je vais terminer par ces commentaires, elle était très simple. Moyennant un éventuel aménagement de votre temps de travail en fin de carrière, est-ce que vous auriez été prêt à travailler jusqu'à? Et vous avez en vert foncé l'âge auquel les personnes que nous avons interrogées ont réellement quitté le monde du travail. Donc ceux qui ont quitté le monde du travail à 56 ans nous disent j'aurais pu tenir, ou j'aurais pu rester, tenir, là je suis tout à fait subjectif, j'aurais pu rester jusqu'à 59 ans. Et donc chaque fois, un écart. Pour moi, il n'y a pas de 36 solutions, c'est ce qu'on a dit tout en ouverture. Ça doit pouvoir être le choix du travailleur. Je vous parle donc de la petite fête de retraite qu'on a faite pour cette personne qui est partie à 62 ans le mois dernier. C'est quelqu'un qui, à 3 ans, a demandé à faire un 4/5e temps d'abord. Donc, il avait un 5e temps en créditant. Et puis, il a demandé à passer à mi-temps, toujours avec un mi-temps créditant.
Et je trouve que c'est une formule exceptionnelle. Et je suis, comme Mme Scaillet, scandalisée qu'on supprime des trucs pareils. C'est une manière d'arriver en douceur à la retraite, c'est une manière de s'habituer à reprendre pied à la maison, à reprendre d'autres activités, à pouvoir s'investir plus dans les loisirs. C'est une manière aussi de laisser la place au suivant, parce qu'on peut aussi prendre quelqu'un à mi-temps pendant un temps et puis faire avancer les choses comme ça. Et c'est chacun son truc, quoi. Il y a des gens, ils en ont marre de travailler à 50 ans. Il y en a d'autres, à 70 ans, ils ont encore la pêche et ils ont encore envie. Et on ne peut pas avoir un système unique. C'est exactement le même principe pour moi pour la retraite que pour ces nouvelles générations. On va devoir envisager ça tout à fait différemment. C'est à la personne de se sentir bien. Et je pense qu'on s'est vraiment mis dans un... Je ne comprends pas comment on est dans des systèmes aussi rigides et comment on supprime quelque chose d'aussi fabuleux que le créditant. Je ne comprends pas ça. Ça va tout à fait à l'encontre du bien-être des travailleurs, ça va tout à fait à l'encontre de leur maintien au travail. Parmi nous, dans cette salle et tout au long de cette journée, il y a des citoyens, des chercheurs, des personnes sur le terrain, des acteurs sociaux, des chefs d'entreprise, et tous ensemble, avec Solidaris, naturellement, nous avons le devoir de faire entendre cette voix sur une problématique aussi essentielle qu'actuelle que celle du bien-être des aînés. Nous avons le devoir de faire prendre conscience aux décideurs, même si le scoring Martin n'était pas très très brillant pour eux, notamment politiques, qu'une large partie du potentiel des jeunes retraités se perd jour après jour. Carmen et le professeur Adam ont eu l'occasion de le rappeler cet après-midi. C'est dans cet esprit que s'inscrit le colloque d'aujourd'hui. Les multiples apports de chacun dégagent une envie d'apporter des pistes de solutions afin que les retraités, toujours en vie, puissent vivre leur quotidien avec davantage de satisfaction. Il est urgent, après l'étape de la réflexion, de transformer prochainement ce vivier de réflexion en action.